Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Hervé Maurey, mes chers collègues, cher Nicolas Hulot, merci de votre présence ici devant les deux commissions, la Commission du développement durable et la Commission des affaires étrangères. Le Sénat est mobilisé sur la COP21 autour de son président. De nombreuses initiatives sont prises. Notre collègue Hervé Maurey coordonne notre travail collectif. La Commission des affaires étrangères, quant à elle, est très impliquée, sachant que la diplomatie française fait de la COP21 un rendez-vous majeur, et donc l'aspect diplomatique est pour nous très important. Et nous avons créé un groupe de travail avec Laila Echi et Cédric Perrin qui s'intéressent notamment aux questions plus diplomatiques et de relations internationales que directement environnementales, mais notamment la question des réfugiés climatiques et la situation géopolitique de l'Arctique. Donc nous avons là, sur ces questions, une préoccupation de politique étrangère que nous allons évoquer et naturellement nous le faisons en coordination avec la Commission du développement durable. Je voudrais simplement vous donner un petit point d'éclairage sur le calendrier. J'étais le week-end dernier en Asie à un forum qui s'appelle le Boao Forum, qui était un grand rendez-vous qu'on appelle le Davos de l'Asie. Il y avait là 15 chefs d'État, dont le président chinois qui présidait tout cela, plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens. D'ailleurs, le Premier ministre néerlandais a parlé de la COP21, a mobilisé les gens positivement. Et un Américain, prenant la parole en séance plénière, a parlé de la France et, dans son speech, a affiché la photo de Marine Le Pen pour présenter la France. Et cet Américain, qui représentait l'Institut Rockefeller, présente l'Europe avec une photo du Premier ministre grec et, d'autre part, la France avec une photo de Marine Le Pen, devant une conférence internationale. J'ai tout de suite pensé que la COP21, le dimanche 6 décembre, la grande question de la France, c'est combien de régions seront au Front National. On va avoir une caisse de résonance là, je voulais vous le dire, parce qu'il y a d'autres sujets, mais ça va être une grande question. On va mobiliser le monde entier sur la question de savoir combien nous aurons de régions qui seront au Front National. Nous avons un combat politique majeur, ce n'est pas votre sujet. Mais je veux vous dire ça parce que franchement, quand vous voyez la France dans une élection cantonale où le Front National ne gagne pas un seul département, vous imaginez ce que ça va être au niveau de la situation. Nous avons sur COP21 une ambition très forte pour notre pays, pour la planète. Nous avons un combat politique qui nous rassemble, qui dépasse les clivages. Et donc nous veillons simplement à ce qu'on ne se laisse pas dévier, qu'on anticipe cette difficulté, parce que c'est une difficulté qui touche à la substance même de notre mobilisation. On apprécie le travail que vous faites, ce travail diplomatique qui est un travail international majeur. On souhaite vous soutenir dans ce type d'initiative, mais on souhaite qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le climat et l'avenir de notre planète. Je voulais simplement alerter sur ce sujet qui nous paraît très préoccupant et je laisse la parole à mon collègue qui, en présidant la Commission du développement durable, coordonne ce travail ici au Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Président, mes chers collègues, cher Nicolas Hulot, on est très heureux ce matin de vous accueillir. Donc, vous avez devant vous les membres de la Commission des Affaires étrangères, les membres de la Commission du développement durable et aussi des membres du groupe de travail négociation climatique internationale que nous avons créé et qui, au départ, était créé au sein de la Commission du développement durable et qui, à la demande du Président du Sénat, a été élargi à des représentants de l'ensemble des commissions
et des groupes de travail et des délégations du Sénat, et qui est présidé par Jérôme Bignon, que je salue. Jean-Pierre Raffarin l'a dit, le Sénat a la volonté de prendre toute sa part dans la préparation de la COP21, donc il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours. Il y a le groupe de travail dont je parlais, négociations climatiques internationales. Nous avons également un groupe de travail sur la problématique climat en Outre-mer. Nous avons la délégation aux collectivités locales, dont je salue le président Jean-Marie Bockel, qui est également mobilisé sur ce sujet. Le président du Sénat souhaite qu'à l'occasion de la journée des maires, dans le cadre du congrès des maires, il y ait aussi une problématique climat qui soit le fil conducteur de ces journées au Sénat. L'ensemble des commissions travaillent sur ce sujet. Bref, nous sommes tout à fait mobilisés. C'est une échéance, bien sûr, qui est capitale. Jean-Pierre Raffarin l'a rappelé tout à l'heure. Et comme lui, je regrette cette malheureuse concomitance de calendrier que nous avons signalé pourtant. Dire que nous avons dit assez tôt que ça n'était vraiment pas opportun que les élections régionales tombent au même moment que la COP21. Mais malheureusement, c'est maintenant acté. Cette échéance est importante du point de vue de la diplomatie, bien sûr, mais elle est surtout importante du point de vue de notre planète, puisque, pour reprendre la désormais phrase célèbre de Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. Alors, je voudrais vous demander, Monsieur Hulot, si vous pouvez, comme vous nous l'aviez dit il y a presque un an, le 13 mai, est-ce que vous êtes toujours raisonnablement optimiste sur les chances que cette négociation et cette conférence connaissent une issue positive? C'est vrai que depuis Lima, notamment, on a l'impression que l'optimisme est un peu plus mesuré, voire que dans certains cas, il fait place au scepticisme. J'étais avec d'autres collègues à Lima et nous avons été très impressionnés par le fait qu'on a senti beaucoup, je ne vais pas dire tous les pays, mais beaucoup de pays africains qui n'étaient pas du tout dans une attitude positive par rapport à cela. Je reviens à l'instant d'Hanoï, où j'étais dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Et au Vietnam, on observe une situation qui doit se retrouver dans d'autres pays, c'est-à-dire à la fois le ministre de l'Environnement est conscient de la problématique, surtout dans un pays qui est entouré en grande partie par les mers. On observe une montée du niveau de la mer, il y a des problèmes de salinisation, des récoltes qui, au lieu d'être au rythme de 3 par an, passent à 2 par an. Donc il y a une prise de conscience. Et en même temps, on fait des choix énergétiques qui conduisent à privilégier les centrales charbon. Donc on a quand même dans un certain nombre de pays des attitudes qui sont un petit peu schizophrènes. Et puis, autre élément récent qui montre que l'on a des motifs d'être, si ce n'est inquiet, en tout cas de ne pas sombrer dans un optimisme béat, le nombre très réduit de contributions à ce jour produite dans le cadre de la préparation de la COP21. Je rappelle à mes collègues que les États étaient censés, avant la fin du premier trimestre 2015, c'est-à-dire avant hier minuit, faire passer leurs contributions, et il n'y en a eu que 3 de transmises, celle de l'Union européenne, de la Suisse et, il y a quelques jours seulement, de la Norvège. Vous avez beaucoup insisté, vous insistez beaucoup, et vous avez raison, sur le fait qu'il n'y aura pas de succès de cette COP s'il n'y a pas des engagements forts du point de vue des financements. Et vous avez encore récemment réaffirmé que ça passait pour vous par une taxation du carbone et par une taxation des transactions financières. Est-ce que sur ce point, vous sentez que les choses évoluent positivement ? Vous avez aussi beaucoup insisté sur la problématique territoire, c'est-à-dire sur la nécessité que les villes et les territoires aient un rôle actif. Et là aussi, en tant que sénateur, nous y sommes très, très attachés et très sensibles. Est-ce que là aussi, vous sentez une évolution positive? Et puis enfin, vous avez très clairement manifesté votre souhait et votre volonté que les Français soient moteurs de cette initiative. Vous avez récemment créé My Positive Impact, avec un site sur lequel nous sommes invités à aller liker pour montrer notre soutien à toutes ces initiatives. Je regardais un sondage qui est sorti hier soir
où on voit quand même qu'il y a encore du travail pour convaincre les Français de l'importance du sujet, de la possibilité d'aboutir et surtout du fait que l'ensemble des citoyens doit se sentir acteur et doit être mobilisé pour lutter contre ces dérèglements climatiques. Donc je pense que là aussi vous aurez un certain nombre d'éléments à nous apporter. Voilà ce que je voulais dire à la suite de Jean-Pierre Raffarin et je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup de me donner l'occasion de cet échange. Juste pour dire un tout petit mot sur ce que Jean-Pierre Raffarin a évoqué et que vous avez souligné sur cette malheureuse coïncidence. Je la déplore également parce que d'abord je pense que même en termes de politesse, au moment où la France va être le centre du monde, cette coïncidence fait que l'issue de la conférence de Paris coïncidera avec le même week-end les résultats des élections régionales, mais je ne suis pas familier des choses, mais on m'a expliqué qu'il y avait un problème constitutionnel pour changer les dates. En tout cas, moi aussi, je le regrette, parce que je pense que, sans vouloir forcer le trait, l'issue de la conférence de Paris, de mon point de vue, y compris pour l'avenir de nos concitoyens, est largement aussi importante que le résultat des élections régionales. Vous m'interrogez sur mon état d'esprit à quelques mois de la conférence climat. Comme disait je ne sais plus qui, je suis d'un optimisme désespéré. Désespéré et optimiste. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut dépenser autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même. J'ai du mal à comprendre pourquoi, alors que le constat a été clairement établi, et d'ailleurs aucun des 195 pays qui vont se retrouver à la conférence de Paris ne conteste les travaux du GIEC, personne ne conteste la responsabilité anthropique, validée par le GIEC à 98% pour se laisser une petite marge de doute. Donc le constat et le scepticisme qui pendant longtemps a entravé la dynamique n'est plus un argument opposable. Dans le même temps, l'argument de dire oui, mais peut-on se passer des énergies fossiles qui pendant 150 ans ont été la solution et ont dopé une partie de nos économies, et je comprends que cela ait pu provoquer un état de sidération et état de sidération d'ailleurs qui se prolonge un peu, mais en même temps, la contrainte climatique ayant quand même été maintenant actée, l'histoire a montré que quand la contrainte est imparable, l'improbable est possible, dit autrement que la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité, mais elle en est la condition, et que cette créativité, je peux en témoigner, elle est en marche. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pris en défaut sur un modèle de substitution. De là à le mettre en œuvre dans son intégralité, avec une vision holistique demain matin, certes non, mais de là à être capable de rentrer dans un modèle de transition économique et de transition énergétique, la réponse est oui, encore faut-il que nous ayons foi dans ce changement. Et encore faut-il que nous dépassions trois attitudes un peu antinomiques, qui est du conservatisme, du scepticisme et du fatalisme. Au moment où on a le plus besoin de s'ouvrir au changement et à l'innovation, j'entends encore trop souvent en boucle, mais comment peut-on faire autrement? Et donc il y a ce petit verrou culturel qui prévaut. Mais juste pour revenir 30 secondes sur cette notion d'optimisme et de pessimisme, si tant est qu'elle ait de l'importance, mais elle se décrit très très bien dans mon dernier déplacement à l'étranger, qui était en Russie il y a de cela quelques jours. Et pour vous dire que dans la même journée, je peux passer d'un moment d'espoir à un moment presque d'abattement. Le moment d'espoir, c'est quand j'ai rencontré avec Laurence Tubiana, qui est, comme vous le savez, la conseillère spéciale et notre ambassadrice climat auprès de Laurent Fabius, le conseiller spécial de Vladimir Poutine sur les changements climatiques, qui nous a reçus très longuement, enfin que nous avons reçu très longuement, puisque nous avons discuté avec lui 3h30, et qui visiblement avait été mandaté par Vladimir Poutine pour nous faire offre de services, pour nous aider notamment dans les discussions avec les pays des BRICS. Et il y a d'ailleurs prochainement une réunion importante et ils se sont portés pour nous aider dans les négociations avec cette partie-là. Et en même temps, nous ayons annoncé, mais visiblement, nous venons de finir le mois de mars et cet engagement n'a pas été tenu, que la contribution des Russes serait très prochaine. Bon.
Donc ça, on avait plutôt une vision plutôt positive, sachant que nous avions été en Russie sans trop savoir dans le contexte actuel si ce sujet pouvait prévaloir et si les Russes, en allant les voir, n'allaient pas tout d'un coup réaliser qu'ils avaient une possibilité de blocage dans ce processus. Ce n'est pas du tout leur intention. Mais dans la même matinée, j'ai rencontré un ministre qui est en charge de l'énergie en Russie et qui m'a déroulé pendant 3 quarts d'heure sa planification sur les 30 prochaines années, en m'expliquant qu'aujourd'hui, l'exploitation des énergies fossiles représenterait 30% du PIB russe et que son intention, c'était de le faire passer à 60% dans les 15 prochaines années, notamment en doublant ou en triplant ses exportations de gaz ou d'énergie fossile vis-à-vis de la Chine. Donc, je crois que ça résume très très bien ce paradoxe auquel que l'on peut trouver à différentes échelles dans différents pays, et qui est très bien illustré par cette magnifique phrase de Bossuet qui disait « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes ». Et on est un peu dans ce carrefour où on a fait le constat, on n'a pas encore forcément pris la mesure de ce que ça générait en termes de choix, de priorité, c'est-à-dire de ce qu'il va falloir développer et ce à quoi il va falloir progressivement renoncer. Voilà. Et donc c'est vrai que ce temps de la cohérence, on voit bien que c'est toute la difficulté à vaincre, c'est qu'il va falloir passer des mots maintenant du constat à l'ambition et à l'action, et ce que nous attendons évidemment de la conférence de Paris, et ce que attendent les ONG, mais surtout les pays du Sud, c'est non seulement évidemment les objectifs, mais la confiance, la crédibilité, le succès de la conférence de Paris ne sera pas simplement dans les objectifs, elle sera dans les instruments qui permettront à la communauté internationale de valider et de réaliser ces objectifs. Alors vous avez évoqué un sujet qui est évidemment très important, et je pense qu'à Lima, certains avaient sous-estimé la défiance, et encore j'emploie un mot faible, on va dire, pour employer un terme générique, même s'il est parfois impropre, des pays du Sud, ou en tout cas des pays les plus vulnérables, vis-à-vis des promesses qui ont été à plusieurs reprises faites ou énoncées, et notamment à Copenhague. Et je veux parler notamment de la promesse d'abonder le Fonds vert pour le climat à partir de 2020 à hauteur de 100 milliards de dollars. Ces pays ne nous croient plus, d'abord pour 2 raisons. Ils ne nous croient plus parce que quand il y a eu un certain nombre de mécanismes auxquels ils auraient pu avoir accès, les procédures pour accéder à ces mécanismes sont particulièrement dissuasives. Je me rappelle certains pays d'Afrique centrale me disant qu'il faudrait que nous mobilisions notre administration pendant 1 an pour pouvoir accéder, par exemple, au fonds du mécanisme REDD+. Et la deuxième chose, c'est que ces pays-là savent bien que les promesses sont faites sur de l'argent qui n'est pas identifié pour l'instant. Et ils savent bien que nous promettons de l'argent qui ne sera pas réalisé sur les budgets existants. Bon. Donc la confiance sera dans les détails et dans la transparence. Bon. Et si nous voulons que ces pays qui sont rangés comme pratiquement un seul homme, et je parle des pays d'Afrique, derrière l'attitude de l'Afrique du Sud, viennent à Paris dans un esprit coopératif, il est très important que sur ce sujet-là notamment, il y en a deux autres, évidemment, ces sujets soient traités, abordés dans la transparence, la confiance, avant Paris, dans toutes les occasions qui nous seront données, et notamment, évidemment, dans des occasions pour moi qui sont très importantes, à commencer par le G7, et évidemment par le G20, avec la petite réserve que le G20, malheureusement, est à 15 jours de la conférence de Paris. Mais pour moi, c'est l'enceinte la plus importante, que je rappelle que dans le G20, vous avez quand même 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. S'ils n'assument pas leurs responsabilités au moment du G20, je ne vois pas comment nous pourrons aborder la conférence de Paris avec des éléments positifs. Alors, tout ça pour vous dire que, pour répondre à votre question, nous n'avons aucune raison de céder au défaitisme, mais surtout aucune raison de céder à un optimisme important. Ce qui veut dire que chacun doit jouer son rôle dans la diplomatie, et on ne peut pas l'abandonner simplement à Laurent Fabius, même s'il est en pointe là-dessus.
parce qu'il y a 195 pays. Alors, il ne faut peut-être pas aller voir le 195, il faut identifier dans les différentes parties ceux qui ont un rôle influent et un rôle moteur. Mais il va falloir aussi utiliser toutes les occasions qui vont nous être présentées pour les ministres, pour les députés, pour les sénateurs et évidemment pour le président en amont de la conférence de Paris, utiliser les occasions comme celles que je viens d'évoquer, mais très probablement en provoquer. C'est-à-dire qu'il faudra, à mon avis, quand nous aurons une évaluation des contributions nationales, et que probablement, dans un premier temps, nous allons nous apercevoir que nous sommes très loin de la trajectoire des 2 degrés, il faudra à ce moment-là, à mon avis, prendre un certain nombre d'initiatives diplomatiques pour ne surtout pas nous résigner, et ne surtout pas donner le sentiment que nous allons nous accommoder de cela. Parce que, pardon si je rappelle des choses que vous savez probablement déjà, mais je voudrais quand même rappeler que le mandat qui a été donné par les Nations Unies dans les différentes conférences précédentes, c'est que la somme des engagements nationaux à Paris, ce n'est pas la France qui a décidé ça, hein, la France se contente simplement d'accueillir la conférence climat, c'est que cette somme des engagements nous mette dans une trajectoire de 2 degrés centigrades en cours de siècle en termes d'élévation de température. Et juste préciser que si on nous a demandé de nous mettre dans les 2 degrés, c'est que tous les modèles scientifiques que personne ne conteste, et pas simplement ceux issus du travaux du GIEC, et j'étais à Moscou il y a 10 jours, même l'Académie des sciences de Moscou, et même l'Académie des sciences du Saint-Siège, et même la Banque mondiale, chacun sait qu'au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans une irréversibilité des phénomènes avec des conséquences qui sont tout aussi irréversibles. Donc, je ne vais pas forcer le trait, mais je dirais que voilà, cette cible qui est déjà difficilement atteignable et qui n'est pas anodine et indolore d'ores et déjà aujourd'hui pour des centaines de milliers de personnes qui sont affectées en termes de perte de vie humaine chaque année, et pour des millions de personnes, c'était le sens du déplacement du voyage du président que j'ai souhaité qu'il fasse aux Philippines en début d'année, c'est de rappeler, parce que c'est important de savoir qu'un échec ou une réussite à Paris conditionnera les conditions d'existence et conditionne déjà les conditions d'existence de millions de personnes. Et donc, ce n'est pas un sujet hors sol, même si sous nos latitudes et dans nos propres sociétés, et c'est toute la difficulté du sujet que nous portons et qui nous réunit là, c'est que c'est un sujet qui est impalpable pour nous, invisible et imprévisible. Et évidemment, nous nous heurtons à des difficultés, des souffrances de nos concitoyens au quotidien qui sont beaucoup plus palpables et beaucoup plus visibles. Mais malheureusement, nous devons ensemble rappeler, pour créer d'ailleurs une mobilisation citoyenne et de la société civile qui n'est pas encore acquise ni ici ni dans les autres pays, parce que dans une période de crise économique importante, évidemment, il y a toujours plus urgent. Mais notre devoir, c'est, sans concession, de rappeler que l'enjeu climatique n'est pas un enjeu optionnel, mais c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes tous attachés au-delà de nos différences idéologiques, politiques, religieuses, économiques, et qui n'épargnera personne. Parce que même si dans un premier temps, les changements climatiques affectent en priorité évidemment les pays les plus vulnérables et les populations les plus vulnérables, chacun sait que c'est un facteur multi-aggravant qui déclenchera une chaîne d'impact qui aura des conséquences sur l'ensemble des économies et l'ensemble des démocraties. Ça n'est pas simplement, et les mots sont importants, un enjeu environnemental. D'ailleurs, quelque part, quand on dit c'est l'avenir de la planète qui se joue, moi je pense qu'il vaut mieux dire que c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Je pense que la planète se passera très très bien de nous si nous laissons les phénomènes se développer. Moi, si je suis engagé, c'est simplement parce que ma priorité, c'est de faire en sorte que les générations qui sont déjà dans les tours d'école puissent évoluer et déterminer leur avenir avec un chapelet de solutions, mais qu'on ne leur laisse pas une situation où effectivement ils subiront les conséquences d'un phénomène qu'ils n'auront pas provoqué. Pour moi, l'aspect le plus important de la menace climatique, c'est un aspect, je dirais, géopolitique. Et je voulais juste en dire un petit mot ici, puisqu'il se trouve qu'il y a 2 commissions associées. L'enjeu climatique ou la crise climatique, pour moi, c'est l'ultime injustice. C'est, je dirais, la pierre angulaire
de la justice et de la solidarité. Pourquoi? Parce que ceux qui subissent en premier lieu les conséquences des changements climatiques n'ont pas profité du modèle de développement qui a été à l'origine de ce phénomène et en subissent aujourd'hui les effets. Alors jusqu'à il y a peu de temps, ces populations ignoraient probablement les relations de cause à effet, mais dans un monde aujourd'hui connecté où tout se voit, dans un monde qui est déjà, et je pense que vous l'avez observé, particulièrement tendu, sous des formes d'ailleurs qui nous prennent de court, je pense que l'enjeu climatique est un facteur d'instabilité majeur. Je ne dis pas ça pour effrayer, je dis ça simplement pour qu'on en prenne toute la mesure. Vous savez qu'en 2012, il y a eu 40 millions de déplacés climatiques, 3 fois plus que les conflits. En moyenne, on est à 27 millions par an, et les projections des différentes agences onusiennes nous disent que si on laisse les phénomènes se développer, ça se chiffrera en milieu de siècle à plusieurs centaines de millions de déplacés. Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la désertification, qui est un sujet que je porte dans ma mission également parce que les choses sont liées, me donnait cette estimation qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, mais simplement pour avoir un ordre de grandeur. Elle me disait que la désertification accélérée en Afrique par les changements climatiques aura porté aux portes de l'Europe, entre 2000 et 2020, 60 millions de personnes. Simplement pour qu'on en prenne la mesure. D'ailleurs, curieusement, c'est probablement sur cet argument et sur cet aspect des choses que nous trouvons les meilleurs alliés aux États-Unis. Aux États-Unis, les plus climato-conscients, et c'est important de le savoir dans le contexte actuel, et notamment parce que ça influe dans le camp républicain, ce sont les militaires qui considèrent que la menace climatique pèse autant sur la sécurité intérieure des États-Unis que la menace terroriste, les deux choses d'ailleurs se combinant. Et moi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là parce qu'on ne le mesure pas. Et je le sais notamment grâce aux travaux de Leila Aichi et de bien d'autres, ce lien entre changement climatique et instabilité est un lien important qui ne fera que se développer. Vous ajoutez de l'injustice à l'injustice, de l'inégalité à l'inégalité et de la misère à la misère. On cite souvent, parce que ce sont 2 cas d'école, mais ce ne sont pas les seuls, ce qui s'est passé en Syrie. Eh bien, c'est parce que, notamment dans le nord-est de la Syrie, un phénomène de désertification parfaitement identifié, accru par les changements climatiques, a réduit les ressources alimentaires et la production agricole de 80% en l'espace de 10 ans et décimé les troupeaux de 60%, que 1,5 million de personnes ont été contraintes de se déplacer dans le sud-est de la Syrie. Je ne dis pas que ce sont les changements climatiques qui sont à l'origine des événements syriens, je dis simplement que ce sont des facteurs aggravants. Ça a été vrai pour le Darfour, je ne vais pas vous refaire l'explication. Mais voilà, qu'on ait cette vision-là, parce que si on ne prend pas la mesure à la fois des menaces, nous ne prendrons pas la mesure et l'échelle des outils, des corrections et des engagements que nous devrons prendre. C'est un exercice qui est difficile. Moi, je le vis au quotidien. Combien de fois on m'a dit mais Hulot, il est désespéré. Je ne suis pas du tout désespéré. Mais si d'un côté vous atténuez la réalité des faits, ou que vous donnez le sentiment que l'urgence n'est pas encore là, vous ajournez en permanence cette mutation profonde auquel nous serons confrontés. La question ne se pose pas de savoir si nous allons rentrer dans une économie bas carbone. La seule question, c'est quand et à quel rythme. Mais cette réalité s'imposera. Voilà. Donc, et en même temps, et c'est là où on doit aussi combiner nos efforts, c'est qu'il faut effectivement bien convaincre ceux qui ne le sont pas que notre trajectoire n'a pas d'issue favorable, mais il faut simultanément dessiner ensemble un horizon désirable. C'est d'ailleurs un peu l'esprit que Laurent Fabius a privilégié de ce qu'il appelle l'agenda des solutions ou l'agenda positif. C'est de montrer qu'il y a un modèle énergétique, il y a un modèle économique, il y a un modèle agricole, il y a un modèle de société qui est totalement envisageable, qui est compatible avec nos exigences économiques, sociales, mais encore faut-il y aller et effectivement s'ouvrir en grand. Alors, juste pour revenir, et pardon si je suis trop long, je ne suis pas familier de ces auditions, sur cette histoire des financements. Oui, il en vaut de ce qui va être discuté à Addis Abeba sur les financements pour le développement,
comme ce qui va être discuté à la GNU de New York au mois de septembre sur les objectifs du développement durable, comme pour l'alimentation du Fonds vert. Il va falloir que nous précisions effectivement et que nous sortions, de mon point de vue, d'une forme d'orthodoxie financière si l'on veut avoir de la crédibilité sur nos promesses de financement. Voilà. Alors, pour répondre là-dessus, moi j'ai identifié ça comme une priorité. Il y a plusieurs réflexions qui sont engagées. Il y a un agenda d'ailleurs onusien sur ces travaux sur les financements, mais j'ai souhaité que la France et l'Allemagne prennent leur initiative dans l'évaluation de ces outils-là et puissent, à l'occasion, s'en faire également le promoteur et essayer d'agréger un certain nombre d'États sur ces financements innovants et que nous profitions notamment du G7 et plus encore du G20, mais aussi du Forum des économies majeures, pour s'en faire les promoteurs. François Hollande a nommé 2 économistes pour animer une commission pour écouter, recenser, évaluer et en travaillant de concert, parce que les Allemands avaient la même initiative avec les Allemands. Hier soir, nous avions un dîner avec Michel Sapin, Ségolène Royal, le ministère des Affaires étrangères pour coordonner cette mission, parce que ça nous semble effectivement prioritaire. Il y a plusieurs pistes, on pourra éventuellement en parler tout à l'heure, mais pour moi, c'est évidemment un sujet essentiel. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut que, d'abord, il ne faut pas abandonner cette négociation simplement aux négociateurs. Évidemment, ils font un travail formidable, mais il faut extraire des négociations des choses qui sont plus importantes que le reste et qui sont du niveau ministériel ou du niveau présidentiel. Si on va au rythme de la négociation traditionnelle à Paris, très sincèrement, je pense qu'il y a peu de chances que les choses aboutissent. Il y a un moment ou un autre, et notamment, pardon de répéter, mais notamment dans le G20 Finance, qui pour l'instant traite du bout des lèvres ce sujet-là, il est très important que quand les ministres de l'économie du G20 vont se réunir, ils s'emparent prioritairement de ce sujet-là. Il y a des signaux qui doivent être donnés avant l'été. C'est important aussi que dans le texte de Paris, qui pour l'instant, donc, comme vous le savez, après la session de Genève, a intégré toutes les souhaits, revendications de toutes les parties, mais il y a dans ce texte, qui est donc maintenant le texte, le document de travail, un certain nombre de choses sur lesquelles, qui sont, je dirais, les 5 ou 6 éléments qui, pour l'instant, font blocage. Premier sujet transversal, c'est le sujet de la différenciation et de ce principe onusien que l'on appelle le principe de responsabilité commune et différenciée. Moi, je peux vous dire, je n'ai pas vu les 195 États, j'en ai vu plusieurs dizaines. Chacun a une interprétation de la notion de différenciation qui lui est propre. Et ça, c'est un des gros obstacles des négociations, c'est qu'évidemment, et je dirais que c'est presque le principal verrou de ce processus multilatéral, c'est que c'est un enjeu universel qui continue d'être appréhendé par les différents pays par le prisme des intérêts nationaux. Et donc chacun essaie ou de s'exonérer de ses responsabilités, ou en tout cas d'en avoir une lecture moins forte. Alors que c'est une attitude ridicule, parce que nous serons à Paris tous gagnants ou tous perdants. Personne ne peut tirer son épingle du jeu dans cette... Alors évidemment, dans le temps, certains seront affectés d'une manière plus brutale et plus immédiate, mais c'est un... Je paraphrase souvent la phrase de Martin Luther King à propos de la cause des Noirs qui disait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous souffrir comme des idiots ». Là, on est condamnés à agir ensemble ou à tous souffrir comme des idiots. Bon. Et donc cette notion de différenciation fait quand même que certains pays, et notamment les plus grands émetteurs historiques, doivent évidemment quand même assumer leurs responsabilités. Et s'ils n'assument pas leurs responsabilités, évidemment, ce sera d'autant plus difficile de demander à des pays en voie de développement, eux-mêmes, puisque c'est normalement l'objectif de Paris, même eux doivent prendre leur part d'engagement dans leur mode de développement. Bon.
Alors évidemment, il y a cette notion-là. Il y a aussi une notion difficile, qui est que certains pays, et notamment, vous savez, dans les groupes les plus, je ne sais pas si le mot radical est bien approprié, mais ce qu'on appelle le groupe des like-minded developed countries, il y a cette notion de perte et dommage. Il y a certains pays qui considèrent qu'avant toute chose, ils doivent être dédommagés pour les conséquences qu'ils subissent des changements climatiques. Alors il y a de l'excès là-dedans, plus que de l'excès, puisque à un moment, même l'Arabie Saoudite ou même le Qatar demandaient à avoir des pertes et dommages par rapport... Voilà. Bon. Alors les choses, honnêtement, de ce point de vue-là, bougent, mais ce qui est important, encore une fois, c'est quand même que chacun prenne sa part de responsabilité quand même en fonction de ses capacités, de ses situations, mais que les responsabilités historiques ne soient pas notamment totalement ignorées. Mais vous avez évidemment, par exemple, pour prendre les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, d'un côté les États-Unis qui nous disent « écoutez, maintenant, nous, en volume, nous sommes en deçà de la Chine », et de l'autre côté, la Chine qui renvoie les États-Unis dans leur corde en disant « oui, mais par habitant, vous émettez 4 fois plus ». Toutes ces arguments, il faut évidemment les lever parce qu'ils sont totalement stériles. Il faut rajouter dans l'accord de Paris, c'est la France se bat pour ça, un objectif à long terme qui permettra, quoi qu'il advienne à Paris, quand même d'engager une dynamique. Et cet objectif à long terme que la France et d'autres souhaitent voir inclure, c'est un objectif de neutralité carbone, de zéro émission à l'horizon de 2050. Il y a un sujet difficile sur lequel la diplomatie travaille, c'est le sujet de la transparence des engagements et de l'évaluation au cours du temps de ces engagements, puisque nous butons sur cet aspect-là, sur la susceptibilité ou la souveraineté des pays. Et en même temps, évidemment, il faut être assez souple, mais l'histoire récente a montré qu'il faut quand même à la fois faire confiance aux pays, il faut qu'il y ait quand même une capacité et une possibilité pour la communauté internationale de voir si chacun est bien sur ses trajectoires. Il faut que ça soit un accord dynamique, c'est-à-dire qu'il puisse être révisé au fil du temps en fonction des réussites, des échecs et de la situation. L'adaptation est une revendication légitime, majeure, et que je m'efforce de relayer de pays en pays, des pays évidemment les plus vulnérables, puisque jusqu'à présent les efforts ont été mis sur l'atténuation, mais il y a évidemment une exigence, et notamment ça vaut pour le fonds vert, puisqu'au départ le fonds vert était plus pour travailler sur l'atténuation. Les pays nous demandent que ce fonds vert soit accessible également pour l'adaptation, sachant que parfois, et ça vaut notamment en matière agricole, vous pouvez très bien avoir des projets d'adaptation qui soient simultanément des projets d'atténuation. Enfin, il y a l'aspect juridique et institutionnel de l'accord de Paris, sur lequel notamment Laurent Fabius fait travailler un certain nombre de juristes. Normalement, les Nations Unies à Durban ont décidé, les 195 États, que ce soit un accord global juridiquement contraignant. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'accord global juridiquement contraignant? Est-ce que ce sont des contraintes nationales? Est-ce que c'est un accord international qui doit être ratifié? Bon, si on n'a pas un petit peu de souplesse, mais jusqu'où peut-on aller dans la souplesse? On sait à l'avance que dans l'état actuel des rapports de force politique aux États-Unis, un traité ne sera pas ratifié par le Congrès. Mais visiblement, il faut travailler sur des alternatives. Ce qu'on nous explique, y compris aux États-Unis, c'est que le président Obama, s'il le souhaitait, peut très bien prendre des accords internationaux et les mettre en œuvre par le biais des agences nationales. Il y a des précédents historiques, notamment sur la fameuse loi sur la Clean Air Act. Voilà, simplement aussi pour dire, pardon, j'étais un peu large, que dans les éléments positifs, vous avez un grand pays qui était venu à Copenhague un peu sous la pression internationale et à reculons, qui est la Chine. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la Chine maintenant est partie prenante de ce sujet-là, pas forcément pour les mêmes préoccupations que nous. Je ne suis pas certain que la Chine soit
très affectée, enfin inquiète des conséquences des changements climatiques en l'état actuel, mais elle est évidemment particulièrement inquiète, sensible et mobilisée sur les conséquences de la pollution. Bon. Et c'est quand même une nouvelle très importante, parce que dès lors que c'est devenu leur objectif, j'ai pu voir en Chine, et ceux qui y ont été, que l'objectif, puisque maintenant dans tous les plénums chinois, on parle de civilisation écologique, et j'ai pu voir avec quelle rapidité les Chinois, en matière notamment de développement d'énergie renouvelable, mais même aussi d'efficacité énergétique, ont dépassé toutes leurs prévisions en termes de rapidité et d'investissement. Alors, pour autant, l'engagement qu'ils ont pris avec les États-Unis à Brisbane est un engagement qu'il faut prendre en compte, mais qui est totalement insuffisant, puisque les Chinois, pour l'instant, ne nous ont promis que d'atteindre le pic de leurs émissions de gaz à effet de serre à horizon de 2030. De la même manière que les États-Unis nous ont promis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2025 pour les ramener au niveau de 2005. Bon, très sincèrement, pour ces deux contributeurs, ce n'est pas ça qui va mettre le reste du monde dans un état d'esprit dynamique, positif et ambitieux. Mais ce que nous pensons, ceux qui sont dans cette diplomatie, c'est qu'il va y avoir d'autres étapes. Moi, je découvre un peu, ce processus des négociations. J'ai parfois l'impression de me retrouver dans une tragique partie de poker où on met ses cartes, on met les plus faibles cartes sur la table, de manière à faire en sorte de ne pas en mettre trop. Mais je ne peux pas croire que ces deux pays en resteront là, et beaucoup de signaux nous laissent à penser qu'il y aura d'autres initiatives. L'Union européenne a pris sa part de responsabilité. Je ne vois pas à 28 l'Europe réviser à la hausse ses ambitions, en l'état actuel des difficultés que nous rencontrons en Europe, puisqu'il n'y a pas forcément la même unanimité qu'il y avait pu avoir au moment du paquet climat-énergie. Ce qui n'empêcherait pas, et moi je plaide pour ça, que certains pays leaders en Europe puissent à un moment ou à un autre puissent prendre une initiative unilatérale pour montrer le chemin. Voilà tout, pour vous dresser un peu le tableau, et je voudrais dire en finale que je peux témoigner que la diplomatie française, depuis 2 ans, pas simplement depuis Lima, est vraiment mobilisée, tous nos postes sont mobilisés. Laurent Fabius, qui pour autant n'a pas que ce seul dossier, est sur tous les fronts. Laurence Tubiana également, Madame Girardin également, et je peux aussi témoigner que le président profite de toutes ces occasions bilatérales pour mettre le sujet climat à l'ordre du jour, y compris quand il a été l'autre jour voir M. Poutine sur le dossier ukrainien. Je peux témoigner qu'il y a eu un aparté de 10 minutes à la fin qui nous a permis d'avoir d'ailleurs ce rendez-vous avec son conseiller spécial quand j'étais à Moscou. Pour ma part, moi, mon rôle est complémentaire. Je ne suis pas dans les négociations. Ça, c'est Laurence Tubiana qui en est chargée. Moi, j'essaie de convaincre, mobiliser dans toutes les sphères, qu'elles soient politiques, mais aussi dans d'autres sphères, parce que considérant l'importance de l'enjeu, je pense qu'il est important que toutes les composantes de nos sociétés soient informées, mobilisées et partie prenante. Et c'est pour ça que ma mission, alors elle n'est pas simplement centrée et exclusivement sur le changement climatique, mais étant quand même le facteur principal, elle est aussi de se tourner vers des univers qui n'étaient pas forcément familiers ou spontanément sensibilisés pour faire en sorte d'engager une dynamique. Exemple parmi d'autres, la raison pour laquelle j'ai souhaité mobiliser les différentes confessions et autorités religieuses. Je l'ai fait, évidemment, c'était plus facile pour moi parce qu'il y a un chef de l'Église catholique, mais je l'ai fait dans toutes les religions. Je pars bientôt au Caire pour le faire également auprès des musulmans, simplement parce que je considère que c'est un enjeu majeur dont on n'a pas encore forcément mesuré l'importance
et qu'il faut l'aborder évidemment sur un plan politique, qu'il faut l'aborder sur un plan institutionnel, qu'il faut l'aborder sur un plan technologique, qu'il faut l'aborder sur un plan économique. Mais je pense aussi que c'est important que nous l'abordions aussi, pardon si ça peut paraître un peu hors sol, presque sur un plan philosophique et sur un plan spirituel, parce que nous étions quand même, il y avait un couple qui s'était formé dans la modernité, qui était avenir et progrès, et visiblement, cette marche triomphante du progrès, malgré nos bonnes intentions, a été entravée. Pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est important de le comprendre. Je pense qu'il y a un rendez-vous critique, un carrefour de civilisation, et que chacun doit s'en emparer. Et en même temps, je pense que la responsabilité est aux responsables politiques et aux chefs de gouvernement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des voix supérieures, qui jusqu'à présent étaient restées très silencieuses, qui demandent à Paris, ou avant Paris, aux responsables politiques d'écrire l'histoire et non pas de la subir. Je ne pense pas que le monde va s'écrouler si Paris est un échec, bien entendu, mais très sincèrement, je pense que d'abord sur ces processus de négociation multilatérale, ça y mettra quand même un sérieux coup d'arrêt. Et deuxièmement, la fenêtre de tir entre ce que nous pouvons faire et ne pas faire est quand même de plus en plus courte. Et donc, un échec à Paris sera quand même, sur un plan économique, pour ne parler que de cet aspect-là, je devrais peut-être commencer sur un plan humain, préjudiciable lourdement pour nos économies. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Cher Président, on peut peut-être laisser la parole à nos rapporteurs respectifs dans nos commissions. Priorité au développement durable. Tout à fait. Je voudrais d'abord remercier bien sûr Nicolas Hulot de son intervention très intéressante et qui va susciter beaucoup de réactions et de questions. On a déjà pas mal de collègues qui ont demandé à s'exprimer. Je voudrais juste ajouter que le Sénat va accueillir justement un colloque avant l'été organisé par les différentes religions, parce qu'on est bien conscient qu'elles ont un rôle à jouer. Et puis, dernier élément, avant de donner la parole à Jérôme Bignon, donc, qui préside le groupe de travail sur la négociation climatique. En vous entendant, je me disais que vous auriez pu citer une phrase célèbre de Jean Monnet, qui est « Je ne sais pas si je suis pessimiste ou optimiste, je suis déterminé ». Et en vous entendant, ça me rappelait cette très belle phrase de Jean Monnet. Jérôme Bignon. Merci, Monsieur le Président. Deux ou trois mots, parce que déjà beaucoup de choses ont été dites. Peut-être que un des intérêts supplémentaires de cette réunion, c'est de porter à la connaissance de tous nos collègues qu'il y a une mission qui a été donnée, qui a élargi le rôle que jouait la Commission du développement durable sur ce sujet, puisqu'elle avait en son sein, depuis quelques années, un groupe qui s'occupait de la négociation climatique internationale, de lui mettre un coup de projecteur pour dire le rôle de coordination qu'elle va jouer et de mobilisation de l'ensemble des forces vives du Sénat sur ces sujets-là. Alors, évidemment, on n'est pas négociateur. Évidemment, on a des points d'intérêt qui sont très importants sur des tas de sujets. Je pense au territoire. Il y a, par exemple, pour illustrer le propos, nos territoires d'outre-mer, avec lesquels on s'est mobilisé. On a un groupe de travail sur lequel je suis avec Jacques Cornano qui travaille sur Outre-mer et changement climatique. Donc on apportera une contribution. L'objectif étant finalement, quelque temps avant la conférence de Paris, d'avoir un débat dans l'hémicycle dans lequel on apporterait une résolution qui serait le fruit de tous nos travaux. Chantal Joanneau voudrait faire quelque chose, elle est à la tête de la délégation sur les femmes, et elle voudrait apporter une contribution sur femmes et climat, avec tous les problèmes que ça peut comporter. Je pense que c'est intéressant. Donc c'est un travail de caisse de résonance, de relais avec nos territoires. Je pense qu'on peut apporter des choses très importantes. Et il y a un sujet qui concerne nos deux commissions, qui concerne tous les sénateurs, c'est qu'on appartient, beaucoup d'entre nous, à des groupes d'amitié avec les pays du monde. Et donc, dans le cadre de la relation que vous évoquiez tout à l'heure, Nicolas Hulot, avec ces pays du monde, on a pris la décision, à chaque fois qu'on rencontre, qu'on a l'opportunité soit d'aller, soit de recevoir, puisqu'on est à la fois voyageur, mais également récepteur de différentes personnalités, de mettre un sujet climat dans notre relation avec les parlementaires, avec les ministres, avec les personnalités des différents pays qui viennent nous rencontrer. Donc on a un vrai travail de sensibilisation à ces sujets-là, mais je pense qu'il y a le monde qui est autour de la table démontre l'intérêt des sénateurs, et je sens bien dans le travail de coordination qu'il y a une volonté partagée d'apporter des contributions, d'échanger nos expériences. Donc peut-être que ma question très simple au fond serait de dire peut-être que vous auriez une idée où on pourrait essayer d'être
plus efficaces, plus utiles, et auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, parce qu'on est vraiment à disposition, assez mobilisé sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais dire. Une résolution finale et des contributions les plus riches, les plus nombreuses, les plus liées possibles au territoire. Cédric Perrin. Monsieur le Président, merci. Donc, comme le Président l'a expliqué tout à l'heure, le groupe de travail qui a été mis en place par la Commission de la Défense et des Affaires étrangères se focalise davantage sur les conséquences géopolitiques du réchauffement climatique, et on a, avec Laïla Aichi, décidé de faire un focus un peu particulier sur l'Arctique, parce que cette région du monde subit une accélération plus que significative du réchauffement climatique. Et elle suscite surtout des convoitises importantes suite à des modifications qui vont être opérées, notamment l'ouverture de nouvelles voies de navigation vers l'Est et vers l'Ouest, la présence massive de ressources halieutiques et de ressources minérales qui vont évidemment être, je ne sais pas si elles sont exploitées, en tout cas elles sont elles tentent d'être exploitées, et donc les riverains de l'Arctique sont tentés de s'approprier ces richesses-là, avec tous les risques que cela, évidemment, impliquera. On en est parfaitement conscient. Quelles sont, d'après vous, les conséquences du dérèglement climatique sur cette partie du monde que vous connaissez très bien, dont vous avez pu être témoin dans vos nombreuses autres missions qu'on a connues ces 20 dernières années? Et enfin, il y a un sujet que j'aurais souhaité éventuellement aborder, qui est un sujet nouveau, qui est celui des pergélisol. Parce qu'en fait, vous nous avez parlé tout à l'heure que l'objectif de la COP 21 était évidemment le maintien des 2 degrés, enfin en tout cas ne pas dépasser les 2 degrés de température. Or, on sait, parce que le GIEC l'a évidemment dit à plusieurs reprises, que notre capacité, en tout cas, est de 250 milliards de tonnes de CO2, pardon. Et le phénomène du pergélisol, qui est un phénomène nouveau, semble, en tout cas de mon point de vue, particulièrement inquiétant, puisque les réserves de CO2 seraient plutôt de 50 milliards de tonnes, a priori. Est-ce que, d'après vous, il y a d'autres phénomènes comme celui-ci qui n'a pas été encore décelé, connu, et qui ferait qu'en fait, la réserve de CO2 est bien moins importante que celle qu'on envisage à 250 milliards de tonnes. Je pense que c'est un point important. Le pergélisol, a priori, n'a pas été un point qui a été très étudié, en tout cas techniquement parlant. Donc voilà, c'est un peu les questions. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'on va déjà se contenter de celle-là. Laïla peut-être peut compléter, puis comme ça on pourra après. Merci, Monsieur le Président. J'aurais 3 questions. Quel est, selon vous, l'impact d'un point de vue géopolitique et notamment des relations entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, avec justement la conséquence du dérèglement climatique? La seconde question, je crois savoir que les États-Unis et la Chine sont les 2 principaux pays, enfin les 2 pays qui financent le plus justement de recherche scientifique sur les conséquences du dérèglement climatique, et justement cette incohérence sur le fait que ce ne soit pas forcément les 2 pays les plus enclins à vouloir réduire en tout cas leurs émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la troisième question, puisque je suis par ailleurs présidente déléguée du groupe d'amitié France-Koweït, quelle est, selon vous, comment vous avez perçu l'approche des pays du Golfe sur la COP21 et sur le dérèglement climatique, puisque beaucoup d'entre eux font évidemment partie de l'OPEC? Merci. Oui, peut-être, oui. Sur Jérôme Bignon, le rôle des sénateurs, des groupes d'amitié, il est inestimable, parce que vous voyez bien quand même que dans le dispositif diplomatique, par rapport à 195 pays, ça dépasse nos capacités. Alors, c'est peut-être pas la peine de voir 195 pays, mais d'abord, il ne faut pas voir que forcément les chefs d'État ou que les ministres, il faut voir aussi les représentants des citoyens, il faut voir au niveau des territoires, parce qu'il faut essaimer. Il faut essaimer d'abord sur le constat, mais il faut essaimer aussi sur un certain nombre de solutions et d'outils qui nous semblent absolument
comment dire, imparable si l'on veut se mettre en situation de rentrer dans une économie bas carbone. Je prends un seul exemple, enfin même deux, trois, puisqu'on va revenir aux notions de financement. Moi, il y a trois outils qui me semblent... Alors quand je le dis avec d'autant plus de modestie que je ne suis pas économiste et que je me contente simplement d'identifier les convergences de vues. Mais si l'on ne donne pas un prix au carbone, il n'y a aucune chance de rentrer dans une économie bas carbone. Bon, s'il n'y a pas un aspect compétitif, voilà. Bon, mais ce n'est pas encore acquis. Vous voyez que la France a mis sa propre contribution, ça n'a pas entraîné pour l'instant à l'identique d'autres pays européens. Mais il n'y a pas un économiste digne de ce nom qui vous dira que si on ne met pas un prix au carbone, on pourra rentrer dans une économie bas carbone. Ça, c'est un sujet qu'il faut porter. Le basculement progressif des 650 milliards de dollars que la communauté internationale alloue chaque année en subventions, en exonération ou en défiscalisation aux énergies fossiles, c'est un sujet qu'il faut porter collectivement. Parce qu'il vaut mieux évidemment flécher progressivement cet argent, cette exonération, ces niches fiscales, plutôt sur le modèle énergétique qui répond aux enjeux climatiques. Porter par exemple à tous les niveaux territoriaux le fait que la commande publique, qui représente dans le monde entre 15 et 20% de la production, et donc quelque part qui peut créer la norme industrielle et permettre de changer d'économie d'échelle, que cette commande publique s'approvisionne de plus en plus, et même après exclusivement une économie bas carbone, voilà des choses que l'on peut porter ensemble à tous les niveaux. Je pense aussi que, même si ça n'est plus d'actualité, parce que ça n'a pas figuré dans le texte final de Rio + 20, mais qu'on ne coupera pas, à un moment ou à un autre, à remettre sur la table le principe d'une organisation mondiale qui prenne en charge la gestion des biens communs. On l'a appelé l'Organisation mondiale de l'environnement, je trouve le titre un peu restrictif, mais si nous prenons en charge la gestion des biens communs simplement au rythme de conférences lourdes et onéreuses, voilà. Je pense que c'est aussi notre rôle, à un moment ou à un autre, parce que ça pourrait être une issue de secours, si Paris d'avenir ne remplissait pas... voilà. Donc, relayer, je ne veux pas, mais l'effet démultiplicateur que vous pouvez avoir, si ça reste simplement, dans les plus hautes sphères de l'exécutif, ou alors dans les confins des négociateurs, ça ne suffira pas. Et aussi la proximité que vous avez avec les élus et eux-mêmes avec les citoyens, dans la mobilisation de la société civile, voilà. Il n'y a pas un protocole de gauche ou un protocole de droite. Pardon, je le répète, et c'est mon credo, mais c'est vraiment un enjeu suprapolitique. Tout ce à quoi vous êtes attachés ici sera quelque part mis à mal ou au contraire conforté par ce sujet-là. Et donc, si on n'est pas capable, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs moi que je me bats, c'est que je pense que paradoxalement, cette contrainte dont on n'avait pas besoin, parce qu'elle vient alourdir le fardeau déjà difficile au début de ce siècle, mais si on la saisit, c'est quand même une occasion unique et probablement ultime de nous retrouver non pas sur ce qui nous ressemble, mais sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire pour une fois de faire de nos différences un atout. Et c'est aussi ce message qu'il faut porter, c'est que c'est la famille humaine là, qui est confrontée à un enjeu complexe, mais pas un enjeu, il ne demande pas forcément des sacrifices, il demande une vision, de la détermination, de fixer nos priorités, de l'intelligence collective. Sur l'Arctique, bon, la France n'est pas forcément très influente dans ce sujet-là, pour une raison bien simple, c'est qu'on ne possède rien là-haut. On l'est grâce à notre ami Michel Rocard qui est très engagé. Les conséquences, elles sont désastreuses. Parce qu'il en est de l'Arctique comme moi j'appelle ça le permafrost. C'est que, voilà deux exemples d'effets d'emballement dont nous avaient prévenu les scientifiques. À mesure que la glace estivale
de la banquise se réduit, en lieu et place de cette surface blanche qui renvoyait dans l'espace une quantité d'énergie importante, vous avez un océan sombre. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil arrivent d'une manière oblique, qui a une capacité d'absorption de l'énergie beaucoup plus importante. Donc vous avez vraiment un effet d'emballement. Donc le fait que l'Arctique réduit est déjà une mauvaise nouvelle en soi pour le climat. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça ouvre des opportunités impensables d'exploitation sur lesquelles je peux vous dire que de grands États, et à commencer par la Russie, ont évidemment déjà des visions. Donc c'est vraiment ce que les sociologues appellent la tentation de la ruine, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout, avec évidemment des risques, parce que dès qu'on va dans des zones profondes pour exploiter les dernières ressources d'énergie fossile, d'abord c'est plus cher, mais c'est surtout plus risqué sur un plan environnemental. Ça va achever de dégrader un écosystème, si tant est que cet argument puisse trouver un écho. Ça va lever, et c'est déjà le cas évidemment, des tensions territoriales entre États qui jusqu'à présent n'en avaient pas. Donc effectivement, pour moi, c'est un sujet absolument central. Et quand vous citiez le permafrost, là aussi, on est exactement dans les modélisations que nous avait dit le GIEC dans ses premiers rapports. Il nous avait dit le fait que les températures estivales dans ces régions boréales et australes repassent en positif l'été, et même parfois carrément en positif, les matériaux organiques qui sont contenus dans les sous-sols du permafrost, qui sont issus de périodes plus chaudes, la décomposition de ces matériaux reprend, et le gaz qui est libéré, et je l'ai vu en Russie, puisque vous savez qu'en Russie, vous avez des apparitions soudaines d'immenses cratères, qui libèrent du méthane, gaz dont vous savez qu'il est 37 fois plus impactant que le CO2. Donc on est vraiment dans ces phénomènes d'emballement que nous avait expliqué. Malheureusement, les changements climatiques ne vont pas évoluer de manière linéaire et graduelle. Il va y avoir des plateaux et des effets d'emballement. Également parce que l'océan, plus l'océan se réchauffe, plus sa capacité de dissoudre le CO2 réduit. Donc vous voyez, c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que notre prise de conscience et sa traduction va moins vite que les effets d'emballement. Alors, sur les impacts, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si on peut les appeler nord-sud, mais quand je vous dis pour moi que c'est l'ultime injustice dans un monde, on voit bien, d'incompréhension, je vais essayer d'employer des mots raisonnables, mais de tension, parce que ce que nous vivons aujourd'hui est probablement le fruit d'histoire des décennies ou des siècles précédents. Ce qui va se déterminer aujourd'hui écrit l'histoire de demain. Vous savez, je cite souvent Patrick Vivray, qui dit que quand vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation, tout est possible. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est connecté, chacun est en mesure de savoir que dans la bande sahélienne, si les femmes doivent maintenant se déplacer plusieurs jours pour aller chercher de l'eau, elles sauront à un moment ou à un autre que c'est la conséquence, elles subissent de plein fouet les conséquences d'un développement dont elles n'ont pas profité. Si le désert avance, n'imaginez pas, moi j'étais à Dakar, que tout le monde doit connaître ici, chaque année c'est 300 000 personnes de plus aux portes de Dakar. Donc ça veut dire que Dakar, qui abrite 3 millions d'habitants, sa population double tous les 10 ans. Alors tous n'ont pas fui la désertification, il y a parfois simplement des conflits, mais c'est souvent lié à la désertification, simplement parce qu'à partir du moment où déjà ils étaient dans des conditions de survie, à un moment ou à un autre, voilà. Alors dans un premier temps, ils vont spontanément vers les grandes agglomérations, et puis dans un deuxième temps, quand ils voient qu'il y a saturation, ils mettent le cap au nord, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et dans les milliers de personnes qui meurent chaque année dans le détroit de Messine, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont là indirectement à cause des changements climatiques. Donc pour moi, c'est vraiment un facteur détonnant et qui nous oblige encore une fois à cette solidarité, à la fois pour les aider à se développer, non pas dans l'épaisseur du trait, sans passer si possible par la case des énergies fossiles, d'où la nécessité aussi de résoudre le transfert des technologies, parce que ça c'est une doléance des pays du Sud, et en même temps leur donner la possibilité de s'adapter. Et dans l'adaptation,
il y a une piste qui est très importante, c'est la réhabilitation des terres, et notamment des terres qui ont été dégradées. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de réhabiliter des terres, ça permet de refixer les populations et de les nourrir, mais ça aussi, c'est beaucoup moins cher en termes de captation de gaz à effet de serre que d'autres techniques. Donc on a tout intérêt aussi à encourager, notamment dans nos aides au développement, ce type de technique. Et puis, les pays du Golfe, et je fais très court, j'ai fait, j'y retourne d'ailleurs bientôt, alors le Qatar, qui faisait partie des groupes du like-minded, nous a plutôt fait offre de bonne volonté. Quand ils ont hébergé la conférence à Doha, ils ont été plutôt assez actifs. Le sentiment que j'ai, d'abord, c'est dans ces pays-là que j'ai visité des centres de recherche, notamment sur le stockage des énergies intermittentes, peut-être pas les plus performants, mais enfin en tout cas dotés des moyens les plus conséquents. Bon. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement ignorants de cela. Ils ont quand même compris, pour certains, que là aussi, comme je le disais tout à l'heure, la réponse qui sera de toute façon, à un moment ou à un autre, adoptée par les pays industriels, c'est bien petit à petit de s'affranchir sous une forme ou sous une autre des énergies fossiles. Donc ils ont bien compris que leur intérêt, c'est de profiter de leur bonne santé économique pour commencer à se diversifier. Donc, je n'ai pas vu dans ces pays-là notamment d'obstruction, ni de négation, ni de volonté d'entraver la conférence de Paris. Bien. Si je vais donner la parole à Chantal Joanneau, si elle est prête. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci pour cet exposé. J'aurais deux questions simples et une peut-être moins. D'abord sur la négociation diplomatique, pour rebondir sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure sur le rôle du Sénat quand on était à Lima, mais on le savait déjà avant. On sait combien les équipes de négociation diplomatiques n'apprécient pas tellement l'implication ni des politiques ni des parlementaires, parce que c'est une chasse gardée, ça a toujours été, et ce sont effectivement souvent les mêmes équipes de négociation finalement qu'on retrouve. Néanmoins, comme on est tous présents dans des groupes d'amitié, qu'on a un rôle opérationnel, ma question était très terre à terre. Quel pays ou quelle zone géographique doit-on cibler, nous, Français, en priorité? Et sur les sujets, vous les avez évoqués, donc il y a la question des financements, il y a la question sans doute du MRV, donc comment est-ce qu'on accepte ou pas un système de vérification international. Et un autre sujet qui était apparu de manière assez d'ailleurs virulente, je trouve, à Lima, qui était la question de la gouvernance du fameux fonds climat, et tout particulièrement pour les pays africains. Donc est-ce qu'il faut développer d'autres sujets? La deuxième question assez simple, c'est sur les déplacés environnementaux. La France n'a pas été toujours très moteur sur le sujet, sur les déplacés environnementaux. Et notamment sur quelles solutions juridiques on peut apporter. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à participer à cette réflexion juridique internationale sur le statut des déplacés environnementaux? Et le dernier point sur le fonctionnement des négociations, on le voit bien, l'OME n'a jamais pu être mise en place et elle a systématiquement été balayée parce que dans un fonctionnement diplomatique étatique basé sur la souveraineté des États, les biens publics mondiaux évidemment impliquent d'autres formes de raisonnement qui ne collent pas avec ce système de souveraineté. Or, aujourd'hui, il y a quand même des entreprises, de grandes entreprises internationales présentes partout qui sont des prescripteurs à travers le monde. Il y a des fonds. Il y a des fonds souverains, il y a des systèmes, il y a des assureurs aussi qui sont prescripteurs à travers le monde. Et est-ce que finalement, on n'aurait pas vocation, alors ce n'est pas à notre niveau que ça se joue évidemment, à parier aussi sur cette forme d'engagement et de négociation parallèle. C'est-à-dire que quand les grands fonds financiers demain vont conditionner leur soutien à tel ou tel État à des engagements climatiques, ça changera probablement la donne. Alors, je vais peut-être donner à quelqu'un de la Commission des Affaires étrangères, non? Pour alterner, peut-être? Oui, merci. Dans les questions qui m'interrogent, c'est comment est-ce qu'on peut trouver, notamment pour les pays en voie de développement, ce difficile équilibre entre leur volonté d'être dans du développement économique et
et bien sûr cette recherche de la protection du climat, parce que souvent nous les entendons nous dire vous avez bien profité et vous n'allez pas nous mettre trop de contraintes désormais alors que nous voulons sortir nos pays de la misère. La deuxième question, alors par rapport à la première, je fais une petite aparté, mais mon président le sait. Pour les pays d'Afrique avec lesquels nous sommes en contact, je l'ai dit notamment à Annick Girardin aussi au ministère, mais puisque ça se passe en Seine-Saint-Denis, cette COP 21, et non pas à Paris comme c'est dit sur les affiches, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, il y a l'IRD, donc à une encablure du Bourget, et peut-être que nous pourrions, en tout cas j'ai rencontré les nouveaux dirigeants de l'IRD qui ont été nommés en Conseil des ministres récemment, ils sont à disposition si nous voulons utiliser cet équipement sur place. Et la deuxième chose, à quel moment vous considérez que COP21 aura eu un peu de succès? Bien, Michel Raison a demandé la parole depuis un moment. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, Monsieur Hulot, que ce sujet était suprapolitique. Bien sûr qu'on est d'accord, mais je vous rassure, tous les sujets sont suprapolitiques. Et c'est pas parce que on décide qu'ils sont suprapolitiques que les politiques ne s'en emparent pas, y compris pour faire de la communication, certains même s'en servant pour alimenter leur propre fonds de commerce. Ne soyons pas naïfs, certes. Moi, je voulais vous poser une question qui concerne aussi la Commission d'ailleurs des Affaires étrangères. Je sais que peut-être même Jean-Pierre Raffarin ne va pas apprécier ma question. Parce que on a un sujet dont on parle peu, parce que diplomatiquement, il n'est pas simple à aborder, c'est celui du Tibet. Et Dieu sait, si on assiste peut-être à une des plus grandes catastrophes écologiques du monde dans ce secteur géographique. Puisque vous savez ce qui se passe au Tibet, je ne parle pas de ce que j'appelle moi la biodiversité culturelle qui est massacrée. On a un certain nombre d'avis aussi sur l'agriculture du Tibet, sur la déforestation, mais c'est surtout sur l'eau. Le Tibet est un des plus gros châteaux d'eau du monde, puisque à lui seul, l'origine de l'eau du Tibet alimente quelques 1,2 milliard d'habitants. Et les Chinois aujourd'hui, non seulement construisent, bien sûr, qu'on peut construire des barrages et qu'il faut en construire. Je suis loin d'être un extrémiste de l'écologie, ceux qui me connaissent savent même que c'est plutôt l'inverse. Mais il peut aussi y avoir des excès. Et à partir du moment où on commence même aussi à détourner des fleuves, la situation peut devenir dramatique. Donc, bien sûr qu'on en parle peu pour des raisons diplomatiques que je suis apte à comprendre, mais la catastrophe est là quand même. Donc, je souhaiterais avoir votre avis sur ce sujet. Merci. Merci, Président. Monsieur l'envoyé spécial, cher Nicolas Hulot, tout d'abord, merci pour votre engagement et la passion que vous y mettez. Moi, je voudrais évoquer deux sujets. La première, j'imagine que vous avez longuement réfléchi sur ce qui fut l'échec de la conférence de Copenhague. Qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On se souvient à l'époque de l'appel des pays en voie de développement en disant c'est assez confortable pour les pays développés de venir nous inciter à faire des efforts et nous sommes confrontés à des priorités, donner à manger et à boire à nos populations. Qu'est-ce qui a pu changer alors même que la récente actualité internationale, je pense par exemple à la troisième conférence de l'ONU concernant la diminution des risques naturels, n'a pas donné des résultats exceptionnels ni dans les objectifs ni dans les financements, et on s'est limité à finalement des déclarations de bonnes intentions. Et donc, ma deuxième question vient en parallèle à celle-là. Qu'est-ce qui vous permet, dans le subtil équilibre d'optimisme et de pessimisme dont vous avez fait part, qu'est-ce qui vous permet de penser qu'au-delà de la signature de l'accord, il y aura fatalement un accord, on arrivera à ce qu'il y ait de véritables changements? Chantal Joanneau l'a évoqué, vous l'avez dit vous-même,
Il y a notamment dans les mesures qui seront... Comment va-t-on évaluer les mesures qui seront prises pays par pays? Vous avez dit tout à l'heure, on fera confiance à la bonne volonté des États. Quand on voit les centaines de milliards que cela représente, est-ce que la bonne volonté des États est un critère suffisant? Et est-ce que pour mesurer les engagements, on a des critères identiques à chaque pays? Les ont-ils seulement? Est-ce qu'un pays comme l'Inde peut mesurer, comme le fait la France ou les États-Unis, les émissions de gaz à effet de serre avec autant de précision et donc rendre compte des engagements qui seront souscrits? Alors, je vais donner la parole à Fabienne Keller. Merci beaucoup, monsieur l'envoyé spécial, cher Nicolas Hulot, pour votre engagement, qui pour le coup est suprapolitique, hein, parce que voilà, vous travaillez toujours avec le même objectif et avec tous. 3 questions. J'ai participé à une conférence interparlementaire, donc des 28, avec des représentants des 28 parlements lundi, sur ce sujet de la COP 21. Et je me suis après interrogée sur la question de l'articulation entre le commissaire européen, M. Miguel Arias Cañete, qui a l'air très investi, et Laurent Fabius, enfin la diplomatie française. J'ai compris qu'il y avait des rencontres, mais quand même, le bon niveau est le niveau européen. Et puis j'étais un peu déçue de voir d'ailleurs que la France n'avait pas proposé de résolution à l'issue de cette conférence parlementaire. J'avais un souvenir de 2008 où une résolution avait permis de faire passer la taxe carbone, enfin le paquet 3x20, grâce aux représentants des parlements au moment où le Conseil européen coinçait encore, notamment certains États membres, des nouveaux adhérents à l'Union. Première question, donc quelle articulation elle est stratégique, et en fait elle est presque triangulaire, Commission européenne, Parlement européen, Parlement nationaux. Deuxième question plus pragmatique, le marché du carbone ne va pas bien du tout, il est à des prix ridicules, il menace de cracher. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner un signe là-dessus très rapidement, un signal peut-être européen, pour qu'on ait des perspectives de prix plus en ligne avec ce qui pourrait être une bonne incitation? Je rappelle qu'il est autour de 7-8, là où on était à 30 au début du travail sur ce sujet, et avec des perspectives à 100. Troisième question, à laquelle je suis affectivement attachée, mais vous aussi, le fonds vert pour le climat. Des montants extraordinaires annoncés, mais Chantal l'a évoqué, quelle gouvernance et quel nouveau financement? Parce que des nouveaux financements, il y en a une longue liste, mais il n'y a aucun qui marche. Vraiment. Bon, à part la taxe sur les billets d'avion, et même l'inclusion dans le marché du carbone de la navigation aérienne ne couvre que 15% des émissions et pas la totalité. Donc, quelle priorisation parmi tous ces financements possibles et quel signal? Vous avez indiqué un signal attendu au G20 peut-être. Sur quel financement nouveau? Je vous remercie. Moi, je voudrais d'abord vous remercier parce que c'est d'abord le monde que nous sommes, le nombre de sénateurs démontre tout l'intérêt que nous portons à votre intervention et j'ai trouvé que c'était fort intéressant et même passionnant. Moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est cette nécessité de sensibiliser, de démultiplier, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle planétaire. Ça, c'est le premier acte. Mais en même temps, il y a un deuxième acte qui montre l'urgence de l'action. Et l'urgence de l'action commence par et je ne poserai qu'une seule question. On va recevoir donc la COP21 ici à Paris. Paris n'est pas particulièrement exemplaire quand on regarde sur le plan international ce qu'est la pollution sur la capitale et ce qui en est ressorti dans différentes analyses récentes. S'il y avait une mesure à prendre, une seule mesure qui permette de dire finalement nous sommes exemplaires, ou du moins nous avons pris une action qui soit de nature à démontrer que la France est véritablement engagée dans une action pour lutter contre le changement climatique, quelle serait-elle? Une seule mesure. Voilà, c'est tout. Bien, et qui ferait l'exemplarité française. Monsieur Grosdidier. Oui. D'abord, merci effectivement de votre engagement, mais je ne voudrais pas vous désespérer davantage. Mais je crois que quand vous dites que dire qu'il n'y a plus de climato-sceptiques, il en existe. Il m'arrive même d'en croiser au Sénat et dans tous les groupes. Il y a pas longtemps, j'entendais encore un excellent collègue pourtant, qui fait autorité sur bien des sujets, expliquer que la main de l'homme n'était pas responsable de plus d'1% du réchauffement climatique.
alors je ne vais pas vous demander peut-être d'y répondre parce que maintenant, mais simplement vous convaincre qu'à l'occasion de la COP21, il faut continuer la pédagogie tant dans le grand public qu'auprès des instances représentatives. Deuxième point, quelle crédibilité de la France? Et là, sans vouloir polémiquer, d'ailleurs, l'ancienne majorité à laquelle j'appartenais avait renoncé à la taxe carbone après la décision du Conseil constitutionnel qui avait décidé qu'elle devait s'appliquer aussi au secteur industriel déjà soumis au régime des quotas de CO2 et par ailleurs exposé à la concurrence internationale qui n'avait pas les mêmes contraintes. Donc, et ce gouvernement vient de façon un peu pitoyable d'abandonner l'écotaxe poids lourds, même revisité par nos deux assemblées parlementaires dans une formule qui aurait été certainement encore beaucoup plus acceptable. Donc problème de crédibilité, puisqu'on parle des dispositifs fiscaux, j'ai un peu les mêmes questions que notre collègue Fabienne sur la situation actuelle du marché du carbone et sur ses effets pervers. Quand dans ma région, Mittal gagne de l'argent en revendant les quotas de CO2 en fermant chaque fourneau, il y a quand même quelques effets pervers des dispositifs. Vous avez évoqué, là je suis très, très sceptique, à la fois sur l'affichage d'un objectif de zéro émission de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Je veux dire, est-ce que c'est un objectif atteignable, à moins de faire du tout nucléaire, y compris d'ailleurs dans les régimes instables politiquement? On peut toujours discuter de la pertinence du nucléaire ici, on a des avis partagés, favorables, mais enfin, il y a des régions du monde où ça semblerait à beaucoup plus haut risque. Et est-ce que d'afficher à la fois des objectifs à long terme, est-ce que ça présente vraiment un intérêt? Parce qu'on sait que c'est souvent le prétexte pour ne pas s'assigner des objectifs à court et moyen terme qui soient sérieux, rigoureux, atteignables et qui réellement changent la réalité des choses. Et dernière question, sur le fonds vert, il me semble qu'on il autorise déjà aujourd'hui financement des mesures d'adaptation et non pas de réduction. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bascule totale sur l'adaptation qui finalement marquerait qu'on a renoncé à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on n'est plus dans l'adaptation? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hulot, je vous remercie pour votre exposé qui était vraiment très très riche, et votre engagement aussi. Je crois que nous partageons tous. J'avais envie de vous demander si vous partagez l'opinion de Martin Schulz, pour lequel il est minuit moins 5, disait-il, pour la survie de la planète. Je crois que vous changez, enfin si j'ai bien entendu votre exposé, changeriez le terme de planète pour humanité. Je crois que vous avez raison finalement d'aller au-delà des objectifs environnementaux pour vraiment parler aux hommes et de ce qui nous attend. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous. Plusieurs de mes collègues ont mentionné notre volonté de nous impliquer tous, et je crois que c'est votre volonté aussi d'avoir la société civile très largement, finalement, qui puisse se saisir de ce sujet. J'ai demandé il y a quelque temps à Laurent Fabius une feuille de route. Je pensais qu'il serait bon, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ces sujets, d'avoir des objectifs très clairement définis qui pourraient être envoyés à l'ensemble des parlementaires des deux assemblées et qui pourraient ainsi démultiplier finalement ce sur quoi vous travaillez et ce que vous attendez. On nous parle d'objectifs ambitieux, certes, quels sont-ils? Et je crois que dans un langage clair et simple, ce serait une façon justement de porter ce message-là et de le démultiplier. Alors, il ne me reste qu'une question finalement, puisque mes collègues ont posé l'essentiel de ce qui m'intéressait. Est-ce que vous ne pensez pas que la résolution du problème climatique passe aussi par une réforme de l'OMC et peut-être aussi des règles du commerce international? Et j'ai une autre toute petite question. Est-ce que vous pensez que l'engagement de l'UE aujourd'hui, celui du 6 mars, là, finalement que ces engagements sont suffisants pour contenir le réchauffement sous le niveau de 2 degrés dont vous avez parlé? Merci. Madame Blandin a la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je retiens la dernière phrase: pour convaincre, il faut dessiner ensemble un horizon désirable. Je pense que ce n'est pas, hélas, la qualité première des négociateurs.
et donc ça ne peut pas rester entre leurs seules mains. En 92, en région Nord-Pas-de-Calais, j'avais bien vu qu'il fallait convaincre les décideurs, c'était nécessaire, mais vraiment pas suffisant. On n'emportera que si l'opinion publique porte dans son cœur la nécessité d'agir. Alors au niveau de l'école, on change les programmes et on travaille bien. Et il y a des sénateurs au Conseil supérieur des programmes qui s'occupent de que ces nouvelles notions fassent partie du socle pour les générations futures. Il y a le projet lycéen climat, mais je voudrais vous interroger sur les médias. Ils ont été d'une activité dans les 10 dernières années extraordinaire à faire défiler des présentateurs de la météo négationnistes, à inviter Allègre qui était en fin de course à l'Académie, vraiment en permanence, et on l'entendait beaucoup plus que les vrais scientifiques. Donc est-ce que des gens comme vous, le travail que vous avez fait devant nous, vous ne pourriez pas le faire en sensibilisation des journalistes dans le respect total de leur autonomie, mais je pense qu'ils seraient heureux de mieux comprendre le sujet et ils seraient des médiateurs essentiels. Merci, Madame Denis, Monsieur Denis, pardon. Merci. J'avais posé une question orale récemment à Madame la Ministre sur la préparation par la France du sommet et j'apprécie particulièrement l'exposé, l'échange auquel nous assistons et nous participons. Deux petites questions. La première, en tant que président du groupe d'amitié France-Australie, j'avais suscité justement dans le programme de travail que systématiquement nous fassions un point là-dessus. On sent une évolution de l'Australie ces dernières années sur ces questions. Est-ce que vous la confirmez, premièrement? Deuxièmement, je pense que vous avez fondamentalement raison quand vous dites qu'on ne peut pas laisser ce sommet simplement dans les mains des négociateurs, mais que président, ministres concernés doivent fortement intervenir. J'aimerais rajouter une question là-dessus. Si on voit l'évolution, y compris de la Chine, dans un régime politique particulier, et quand on voit les évolutions aujourd'hui de prise de conscience de la part de nos concitoyens, est-ce que le succès de COP21 n'est pas aussi, et peut-être surtout, un travail au niveau de toute la société, et particulièrement en France là-dessus. Tout à l'heure, Hélène Conway parlait de feuille de route. J'ai constaté la même absence et je trouve cette proposition particulièrement pertinente, nécessaire. Certes, pour nous, mais deuxièmement, au niveau de la société, avec cette préoccupation que dans les mois qui viennent là, il y ait cette mobilisation générale. Et je conclurai par un dernier élément. Je suis assez surpris parfois des capacités de dénigrement que nous pouvons avoir en Europe et dans notre propre pays sur des sujets, sur ce sujet-là. Or, je pense que si nous voulons progresser, si nous voulons avoir au niveau de nos concitoyens une adhésion sur cette mutation, nous devons de plus en plus instiller une certaine fierté sur le travail que nous sommes en train de faire et l'engagement que nous avons pris et arrêter peut-être de un peu trop souvent pointer ici ou là telle ou telle insuffisance que nous pouvons avoir, mais au contraire permettre à nos concitoyens de faire la mesure de la progression collective que nous avons. Je pense que ça serait peut-être beaucoup plus intéressant et mobilisateur et permettrait peut-être de mieux déboucher. À nous entendre, moi j'ai une inquiétude et un espoir. L'inquiétude, c'est un peu notre naïveté collective. La diplomatie, ce n'est pas l'intérêt général. La diplomatie, c'est l'intérêt national. La diplomatie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est de plus en plus axée sur la défense de chacune des nations. Même des concepts comme le droit d'ingérence, regardez la réalité, reculent par rapport à ce que c'était il y a une dizaine d'années. Et donc chaque pays a ses propres objectifs, et si on veut essayer de convaincre,
C'est pas par en haut qu'on convaincra, c'est par en bas. Comme le disait Nicolas Hulot tout à l'heure sur la Chine, c'est par les problèmes de pollution qu'a la Chine qu'on peut parler à la Chine et qu'on peut l'amener. Ce n'est pas en donnant par en haut une vision qu'on leur demande de partager. Ça, on apparaîtra toujours comme ethnocentrique. On remplace nos causes par d'autres causes, mais c'est simplement en allant chercher leurs soucis et en essayant de traiter leurs soucis par nos propres solutions. Je pense qu'il faut qu'on soit très, très vigilant sur une initiative diplomatique qui pourrait être un fiasco si on ne mesure pas qu'au fond, le monde n'attend pas de leçons. Le monde, aujourd'hui, a un certain nombre de problèmes et c'est à nous de faire comprendre que les problèmes qu'ils ont à traiter, que ce soit les problèmes de pauvreté, que ce soit les problèmes de pollution, sont des problèmes qui sont liés, au fond, à l'avenir de l'humanité. Et c'est à nous de construire la chaîne, au fond, où nous avons non pas un préalable, mais en fait une réponse à leurs difficultés. Je dis ça parce qu'on a assez peu de chance dans le monde aujourd'hui. Regardez, y compris en Inde, regardez les grands pays aujourd'hui vont aller dans cette conférence avec des objectifs sur leur propre opinion publique, avec des victoires qu'ils veulent avoir pour eux-mêmes. Et donc la démarche collective est, je crois, difficile. Et donc il faut qu'on prenne le travail de manière, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, de manière plus profonde dans les sociétés et avec les discussions à l'intérieur des États, et essayer de trouver les convergences entre notre intérêt supérieur, à nous qui avons une conscience universelle, mais c'est la tradition, y compris de la diplomatie française, mais ce n'est pas la tradition de la diplomatie mondiale. Regardez les droits de l'homme, regardez un certain nombre de sujets aujourd'hui, comme on a du mal à les mettre au cœur même des relations diplomatiques. Ça, c'était l'inquiétude. L'espoir, je l'ai entendu chez Chantal Joanneau, parce qu'au fond, il y a une vraie idée qui a surgi là, c'est d'aller faire appel à des forces qui sont, au fond, extranationales. Et c'est vrai des groupes tels le GIEC, mais c'est vrai aussi d'un certain nombre de groupes industriels. Des groupes industriels qui, finalement, échappent un peu à ces clivages nationaux. Une grande boîte comme Schneider en France sur la maîtrise de l'énergie, sur plein de choses, elle est aujourd'hui une boîte qui a certes des racines françaises, d'une culture française, mais elle a aujourd'hui des solutions mondiales à des problèmes de maîtrise d'énergie et elle a des solutions qui, au fond, ne sont pas des solutions nationalistes. Et on a quelques grands groupes dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'eau, qui sont à la fois des forces économiques, mais pour une fois, peut-être que le supranational pourrait être un allié de nos causes. Car finalement, ces structures-là, elles pourraient, si elles sont bien associées, non seulement avoir des moyens, mais en même temps avoir des forces d'implantation. Quand vous voyez aujourd'hui l'autorité d'un certain nombre de grands groupes industriels qui sont sur ces causes-là, l'implantation d'une entreprise comme Schneider en Chine, je pense que ce n'est pas idiot d'aller demander à Schneider des soutiens pour aller convaincre un certain nombre de partenaires, y compris dans des grandes villes chinoises, parce qu'ils ont des solutions techniques, ils ont montré par un pragmatisme qu'ils étaient capables de résoudre, avec les pensées qui sont les nôtres ici, capables de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc voilà, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est très important que nous mesurions bien les difficultés, parce que la France joue très gros dans cette affaire. Nous en faisons un objectif considérable, et il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année 2015, on se retrouve comme ayant été une fois trop un peu à côté de l'histoire en ne mesurant pas les capacités de résistance d'un certain nombre de nos partenaires. On vous laisse répondre. J'ai peur que dans le peu de temps qui nous reste, je ne puisse pas répondre à toutes les questions et en plus j'espère que je n'en ai pas oublié, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. D'abord, pour dire effectivement, suite à ce que vous venez d'exposer, que je vois bien que nos institutions, et c'est vrai aussi pour nos démocraties, ne sont pas adaptées aux enjeux universels et aux enjeux du long terme. On est un peu pris de court. En fait, c'est la première fois que le futur s'invite dans notre logiciel et qu'il faut raisonner avec 3 échelles de temps. Le présent qui se manifeste d'une manière très forte à chaque instant. Vous êtes sollicité par toute forme d'exigence réelle.
Le passé, parce que le XXIe siècle prend en charge les conséquences positives, mais malheureusement aussi les effets rebonds du succès des 150 dernières années, dont le changement climatique. Et puis, pour la première fois, les décisions qu'on prend peuvent, dans un sens ou dans un autre, compromettre les conditions d'existence de nos propres enfants. Donc c'est vrai que je dis souvent, quand il faut privilégier le long terme, il y a des décisions qui s'imposent. Quand il faut privilégier le court terme, il y a d'autres décisions qui s'imposent. Et quand il faut combiner les deux, moi-même, parfois, j'y vois trouble. Et je prends acte de cette complexité, mais c'est bien parce que c'est complexe que ça ne peut pas s'accommoder, pardon de le dire, mais de nos divisions traditionnelles. Il y a un moment pour ça, mais il y a un moment sur ces sujets-là qui sont effectivement par nature très complexes, où on a besoin des intelligences mutualisées et d'objectivité. Voilà. Je dis ça parce que, pour des raisons historiques, en France, ces sujets-là ont été toujours abordés d'une manière très souvent politique. Alors, c'est un mot très noble, mais pas forcément par le meilleur prisme. Et moi, je peux acter simplement voilà, qu'on a vraiment besoin de production, de tirer les choses vers le haut. Quand la loi sur la transition énergétique fait la navette, d'abord, je pense que c'est une belle contribution, pas suffisante, et je pense qu'on peut toujours faire plus, mais je pense que ça peut être un instrument de sortie de crise pour notre propre pays. D'ailleurs, au passage, vous parliez de nos grands groupes. Moi, je veux aussi vous parler de nos PME en France. Je peux vous dire que, parce que je m'intéresse aussi dans les territoires à ce qui est en train d'être en gestation, l'innovation, elle est principalement là, dans tous les domaines environnementaux, énergétiques, efficacité énergétique, transport durable, ville durable, etc., etc. Mais il en est de nos PME comme de l'économie, elle attend simplement une trajectoire de référence. Voilà. Et que le jour où on aura cette trajectoire, moi je suis convaincu qu'il y aura, notamment dans les PME, un besoin d'emploi très important sur ces sujets-là. Mais chez nous, un risque, c'est un risque. Ailleurs, un risque, c'est une chance pour les investisseurs privés ou les investisseurs publics. Et attention justement qu'on ne laisse pas partir, là je parle simplement de la France, comme je le vois souvent, nos ingénieurs, nos PME, ailleurs, parce que là-bas, ils trouvent les conditions administratives et économiques. Voilà pour cette audition de Nicolas Hulot. Vous avez pu entendre l'émissaire du président de la République pour la protection de la planète en vue de la conférence Paris Climat 2015, la COP 21, intervenir devant la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Nicolas Hulot est revenu sur la conférence qui se tiendra à Paris en décembre prochain et sur les différentes mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous pouvez tout revoir et revoir cette audition sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.